Bon, déjà, bonjour et bienvenue. C'est le 4e webinaire de notre cycle Transfo Digital. On a voulu changer un petit peu. Cette fois, c'est un webinaire qui a pour objectif une prise de recul. On a demandé à Julien Nègre d'Amnios Women Deal, qui a conduit plusieurs enquêtes auprès des organismes de formation sur différents territoires, de nous faire part de ses observations, de ses conclusions. Il nous semblait aussi important quand on a échangé avec Julien, on s'est tout de suite dit que les mutations, on ne pouvait pas aborder l'angle des mutations uniquement sous l'angle digital, qu'on était obligé d'avoir un aperçu global. Donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, de balayer les impacts des mutations sur l'offre de formation, surtout sur les métiers de la formation, sous l'angle des différentes mutations, avec un petit focus quand même sur la transfo digitale, puisqu'il s'agit bien de notre problématique. Alors, je rappelle les règles du jeu. Donc, vous êtes nombreux, on coupe vos micros arbitrairement. Ce que je vous propose, c'est surtout d'utiliser le chat. On se gardera 10 minutes avant 10 heures, 10 minutes pour collecter vos remarques, vos questionnements. Et puis, voilà, Julien tentera d'y répondre. La séquence est enregistrée. Donc, vous pourrez aussi regarder et diffuser le replay. Donc, Julien, je te laisse... Les participants continuent à entrer. Je te laisse introduire et dérouler ton intervention. Ok. Donc bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui donc des mutations en cours plus généralement du secteur de la formation et leur impact sur les organismes. Alors, il y a vraiment un angle métier qui était prégnant dans nos travaux, mais pas que. Ce que je vais essayer de vous faire, en gros, c'est de partir des mutations qui touchent le secteur de manière générale, d'un peu les qualifier, de voir quels sont les impacts, avant vraiment de mettre un gros focus sur la transformation digitale, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une préoccupation majeure des organismes de formation et vraiment quelque chose qui, à court terme, préoccupe tout le monde, au niveau organisme de formation, au niveau acteurs politiques publics. Alors, pour commencer, juste pour vous faire un petit panorama rapide, on a travaillé, c'était en Hauts-de-France, dans le cadre d'un CEP qui a été mené là-bas, notamment pour Acto et le CINOFDES et la FFP. C'était vraiment une ambition de pouvoir déjà identifier à travers une large documentation, il y a pas mal d'études qui sont sorties sur les mutations en cours et des entretiens aussi qualitatifs avec les acteurs. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir identifier, avec tout ce qui existe là, des grandes mutations et la manière dont ces mutations impactent les organismes de formation. Donc c'est vraiment l'angle qui a été pris. Bon, quand on parle, là vous voyez sur la gauche, quand on parle de mutation aujourd'hui, très clairement, sur le secteur de la formation, je vais rien vous apprendre là, l'aspect réglementaire est extrêmement important. Il y a eu quand même là, avec la dernière réforme, des changements particulièrement importants, c'est le cas de le dire, tout le champ de la gouvernance de la formation professionnelle, de ses financements a été relativement bouleversé. On a eu de nouvelles modalités de formation qui ont été entérinées. Il y a eu évidemment Calliope, le CPF, PROA. Alors, en tout cas, une volonté de développer ces dispositifs. Niveau CPF, PROA, une mise en œuvre un peu compliquée, mais en tout cas, une volonté aussi d'aller sur un dispositif. Alors, un peu en remplacement de la période de pro, mais pas forcément encore effectif aujourd'hui. Et puis aussi tout ce qui est mise en œuvre des PIC, des pactes, dans le prolongement du plan 500 000. Et aussi une volonté de libéraliser ce marché de l'apprentissage. C'est pas un des moindres impacts aussi aujourd'hui quand on voit le nombre d'organismes de formation qui sont positionnés sur l'apprentissage. Tout ça, ça fait quand même des changements qui sont conséquents, et puis je ne parle pas encore du tout système de financement de l'apprentissage qui a complètement volé en éclats et qui a été complètement remodelé. Donc un changement quand même réglementaire qui a été très important. Et on peut associer à ça, évidemment, alors tout ce qui est évolution, on parle d'évolution technique et numérique quand on est sur de la prospective. Là, évidemment, je ne vais pas revenir dessus, j'en reviendrai plus précisément dessus tout à l'heure, mais évidemment que l'émergence du numérique, des outils,
de leur potentialité aussi par rapport à la manière dont on peut ingénierer l'offre de formation a eu des impacts relativement conséquents. Donc ça, c'est vraiment des points importants à avoir en tête. Après, quand même, il y a un autre facteur qui est aussi à prendre en compte, qu'on a souvent tendance à occulter en focalisant sur le réglementaire et le numérique, mais ça s'est quand même accompagné aussi de changements au niveau sociétal. Il y a vraiment aujourd'hui une évolution du rapport à la formation, de la demande de formation, qui est extrêmement important et qui est à avoir en tête. Et puis quand même aussi, ce qui a constaté et qui devrait encore se développer, c'est vraiment un renforcement aussi, un développement d'une concurrence qui s'est accrue. On a l'émergence de nouveaux acteurs, il y a de nouveaux entrants, notamment aussi les acteurs du numérique qui se positionnent dans le secteur de la formation, du coup, avec leur clé d'entrée, alors parfois en partenariat, parfois en développant en propre aussi une offre de formation. Demain, on peut aussi se dire que tout ce qui est marketplace, c'est des choses qui pourraient se développer aussi dans le secteur de la formation et qui pourraient aussi, en s'amplifiant, pas mal remodeler les choses. En tout cas, pas mal, vous voyez, d'évolutions qui, à terme, peuvent avoir un impact à plus ou moins court terme. On a travaillé sur un horizon temporel large et elles impactent différemment les organismes de formation dans un horizon temporel. Mais ce qui est à retenir, c'est que nous, on a découpé, on a vu, il y a 8 grandes mutations, en tout cas, dans la manière dont elles impactent les organismes de formation et leurs activités et leurs compétences, leurs besoins d'activité en compétences. Donc, il y a tout ce qui est autour, je vais revenir plutôt à la slide suivante, ce sera plus clair pour vous. Tout ce qui est autour de l'émergence de nouvelles concurrences, déjà, alors, dans un contexte de forte mutation, alors ça, c'était vraiment en lien avec tout ce qui est montée en exigence des financeurs en termes d'innovation, on l'a vu, à travers les appels à projets du PIC, du PAC, d'intégration du digital, du développement des soft skills. On a aussi la volonté, et pour les organismes de formation, c'est là, c'est extrêmement protéiforme. Il y a pas mal de nouveaux dispositifs sur lesquels qui ouvrent le champ des possibles, comme l'AFES, demain PROA, quand ça démarrera réellement, la possibilité de se positionner sur l'apprentissage, le développement du CPF et le développement du marché particulier, ça change aussi quand même pas mal la donne, cette volonté gouvernementale d'aller de plus en plus sur aussi une désintermédiation de la formation. On a aussi un contexte particulier, je vous parlais d'un contexte concurrentiel accru, et là vraiment avec pas mal d'enjeux, de visibilité, dans un contexte où, notamment avec l'émergence du marché particulier, il faut renforcer sa communication pour être visible sur un marché où on est de plus en plus en concurrence frontale avec pas mal de monde et un manque de lisibilité de connaissances pour des publics qui, notamment particuliers, qui ne sont pas des spécialistes, loin de là. Bon, les nouvelles exigences en matière de qualité de certification, je ne vais pas revenir forcément dessus. Calliope, je crois que c'est clair pour tout le monde. Pas mal de gens dans les formations sont déjà dedans, ont déjà bien entamé les choses. On ne part pas de rien non plus. Quand on parle de Calliope, il y avait déjà des choses qui avaient été mises en place. Il y avait le Datadoc. Là, on est encore dans un prolongement. On va encore un cran plus loin. Il y a des nouvelles contraintes aussi en lien avec Calliope, notamment en termes de prise en charge des publics spécifiques comme les publics handicapés. Mais bon, on est dans le prolongement de quelque chose qui avait déjà émergé, mais qui impacte fortement les organismes de formation. On a aussi toutes ces exigences autour du fait de devoir faire certifier son offre de formation et répondre à l'exigence de qualité des financeurs. Alors, ça, quand même, c'est vraiment à prendre en compte. Il y a cette émergence, finalement, cette volonté que cette raréfaction des financements. On voit bien que, en tout cas, par exemple, côté commande privée, avec la fin des fonds mutualisés pour les plus de 50, il y a quand même eu un impact conséquent. On a vu pas mal d'organismes de formation avec des pourcentages de chiffre d'affaires avant crise sanitaire qui étaient déjà en grande difficulté. Du fait de ces changements-là, et du coup,
l'enjeu de se positionner et de trouver des leviers de financement est devenu primordial, et typiquement l'enregistrement de son offre de formation au CPF, c'est devenu quelque chose parfois de crucial pour des organismes de formation qui n'étaient pas dans cette démarche de certification, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui à aller sur ces démarches-là, avec une certaine complexité, notamment dans le lien à France Compétences, qui nous a souvent été remonté par les organismes de formation. On a quelque chose autour du rapprochement de la formation aux besoins des entreprises et des individus. Ça, c'est vraiment pour mettre en avant surtout plusieurs choses, mais qui semblent importantes quand même. Il y a vraiment cette volonté d'individualiser. Alors, c'est une volonté forte côté financeur public. On va sur du sur-mesure en développant du sur-mesure auprès des entreprises, de la formation au poste de travail avec le développement de la FEST, le contrat de professionnalisation expérimentale, on est exactement dans le même type de démarche. On est aussi un peu sur du sur-mesure, du sur-mesure du coût humain pour l'entreprise. Ça nécessite de nouvelles postures aussi pour l'organisme de formation qui rentre en entreprise, qui doit concevoir une ingénierie en lien direct avec un poste de travail, une situation, et qui doit aussi donner les clés pour apprendre à l'entreprise à encadrer, former, dispenser des connaissances. Enfin, on est vraiment dans quelque chose en tout cas qui est en train d'émerger, même si ça n'a pas encore trop pris quand on regarde les chiffres. Contrat de pro expérimental d'ailleurs, de ce que je vois, c'est encore assez peu développé. La FEST, on voit que ça balbutie encore un peu aussi, mais demain, en tout cas côté entreprise, il y a vraiment cette volonté d'y aller de la part des financeurs, et en tout cas pour les organismes de formation qui y sont allés aussi, ça a eu des impacts assez conséquents sur la manière de travailler et la formation des formateurs. Tout ce qui est modèle économique, alors ce besoin d'individualisation, il est souvent mis en perspective, et ça c'est souvent les organismes de formation, très bien, comment j'individualise alors que je suis toujours au coût horaire. Concrètement, on me pousse économiquement à aller sur quelque chose qui ne me permet pas d'individualiser, parce que sinon j'y perds financièrement. Et souvent aussi, c'est extrêmement compliqué de pouvoir le faire avec les outils, les exigences qu'il peut y avoir au niveau des financeurs. Donc là aussi, c'est la manière dont on peut repenser le modèle économique avec les financeurs, du coup, pour arriver à trouver quelque chose de plus adapté avec cette logique d'individualisation. Et comment ça se fait sur certains territoires, cette réflexion de la part des financeurs, avec les organismes de formation, avec les fédérations. C'est important parce que c'est des choses qui sont quand même dans l'air du temps. Mais en tout cas, ce besoin d'individualisation, très clairement, aujourd'hui, il va toucher le modèle économique des organismes de formation et la manière de travailler avec les financeurs. Après, on est aussi sur un renouvellement des approches pédagogiques. Alors, bon, sur les soft skills, je ne vais pas forcément revenir dessus, c'est quelque chose qui s'est énormément développé pour les publics individus, mais on est aussi sur l'émergence de, quand on parle d'individualisation, de réponse aux besoins des individus, des entreprises, on est vraiment aussi sur ce développement de plus en plus prégnant et systématique des soft skills dans beaucoup d'offres de formation qui sont dispensées aujourd'hui. La logique de désintermédiation, excusez-moi, de la formation. Alors, ça, c'est quand même important, c'est qu'on a vraiment une logique B2C qui est en train d'émerger. Alors, quand je regardais les derniers chiffres, c'était en Hauts-de-France, le public particulier, il était encore en développement. Je crois qu'on était sur 19% des publics des organismes de formation, c'était dans les bilans pédagogiques et financiers. Il est en augmentation quand même. Là, c'était des chiffres 2017. Donc, c'était pour vous dire, ça commençait déjà un petit peu à dater. C'est toujours un peu la problématique avec la stat publique. Mais on voit quand même déjà que tout est fait aujourd'hui pour développer cette logique B2C. Il y a le CPF, les applis CPF, vous voyez bien la monétarisation du CPF. Et on a vraiment une volonté forte au niveau gouvernemental avec cette réforme de développer ce marché-là. Mais ce marché-là, il est vraiment particulier, du coup, parce qu'il nécessite de capter un public B2C
Et là, là, il faut déjà repenser sa stratégie commerciale, marketing. C'est concrètement comment je les touche, ces particuliers, comment je me distingue. Souvent, on est quand même davantage sur des stratégies qui sont en lien avec le digital, au niveau commercial et marketing. Il y a pas mal de problématiques au niveau du financement, de la manière dont je mobilise les réseaux sociaux, dont j'utilise la data aussi pour connaître les besoins de mes publics, adapter l'offre de formation en conséquence. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Il y a aussi toute une ingénierie de formation à revoir en lien avec ces publics et leurs besoins, et la manière dont ils mobilisent la formation. Et puis après, il y a aussi évidemment tout ce qui est lié à la dématérialisation, avec parfois des offres qui peuvent être développées. Alors c'est loin d'être le cas aujourd'hui encore, hein, et on a encore beaucoup de cas de figure sur des offres hybrides, mais avec des offres qui peuvent être sur ces publics à 100% distanciels, avec des nouveaux modèles économiques et de relations clients, et qui sont à repenser une nouvelle manière aussi, une manière aussi de vendre la formation qui n'a rien à voir, hein, par rapport à ce qui pouvait être fait avant. Bon. Juste aussi quelques petits points pour terminer. Ce changement du rapport apprenant-formateur, je vais pas revenir dessus. L'évolution du rôle de la posture de formateur et le fait qu'on est vraiment sur un rapport de médiateur, de facilitateur de plus en plus de la part du formateur. Et ça, c'est devenu quand même extrêmement prégnant dans ce rapport-là. Le digital y contribue. On l'a vu, hein, souvent on a des formations et tout ce qui peut être théorie qui a pu être modélisé, digitalisé via des capsules vidéo, des quiz, du contenu en ligne, et vraiment un formateur qui est davantage là pour suivre les apprentissages, accompagner, répondre aux questions, être en accompagnement individuel à côté pour bien sécuriser les apprentissages. On voit que ça a vraiment développé, hein, et la manière dont les entreprises de formation y sont allées, ça a complètement changé les choses. L'intégration des outils de conception digitale et d'ingénierie de formation, là on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement important. C'est comment aujourd'hui j'intègre le digital dans ma stratégie de développement, dans mon ingénierie de formation, dans mon offre de formation. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais en tout cas, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de majeur qui est relevé et qui va en corollaire avec l'optimisation, on l'a mis sous cette casquette-là du fonctionnement de l'activité, mais c'est tout ce qui est solutions numériques pour les entreprises, pour le pilotage de l'activité, du suivi des formations et toutes les potentialités aussi que ça peut ouvrir dans ce suivi-là, dans un contexte où il y a pas mal de choses qui sont demandées aux organismes de formation, rien qu'avec Calliope, mais aussi au niveau des financeurs, hein, en termes d'éléments de preuve, de suivi, et tout ce que ça apporte comme potentialité pour les organismes de formation. Et puis, la possibilité de se positionner sur l'apprentissage, c'est intéressant. On voit qu'il y a des obligations spécifiques, hein, sur les CFA avec Calliope, en termes de référent handicap, de mobilité internationale. Il y a beaucoup de choses qui sont là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est vraiment à retenir, c'est qu'on voit que beaucoup d'EF y sont allés aujourd'hui dans les chiffres. Hein, je vois que très clairement, dans beaucoup de régions, ça a été enregistré. Après, derrière, c'est quelque chose qui implique aussi, qui est parfois compliqué, qui implique de nouvelles obligations en termes de remédiation, d'accompagnement social des publics, et qui demande aussi parfois de nouveaux besoins en compétences, de nouvelles postures, et c'est pas toujours évident aussi pour les organismes de formation de se positionner sur cet apprentissage sur la durée, avec toutes les difficultés que ça peut engendrer à ce niveau-là. Bon, en tout cas, à avoir en tête, et on a eu quelques exemples d'organismes de formation qui nous épargnent de leurs difficultés, hein, après ce positionnement. Juste un point, donc là je vous ai balayé toutes les... il y en avait pas mal, hein, au final, vous voyez, tout ce qui touchait les organismes de formation. Quand on les a interrogés, c'était en Hauts-de-France, sur ce qui était le plus important pour eux, ce qui est vraiment à retenir, c'est que on est vraiment aujourd'hui sur le plus impactant, le plus important, on est vraiment sur cette transformation digitale et cette intégration du digital dans l'ingénierie de formation. Ça prédomine un peu les débats.
Alors, on le voit aujourd'hui là-dessus, hein, organismes de formation, vous avez été sollicités un peu dans tous les sens, hein, il y a eu l'enquête des Cariforef qui a été faite aussi, hein, en direction pour voir les besoins. Il y a un plan de modernisation qui est en cours au niveau national, je reviendrai dessus. Mais il y a une volonté, vous le voyez bien un peu autour de vous, une volonté de tous les acteurs d'accompagner les organismes de formation dans cette transformation digitale. Donc c'est vraiment en tout cas, c'est quelque chose qui pèse aujourd'hui sur les organismes de formation, qui, avec une crise sanitaire qui a fait prendre conscience qui a fait prendre conscience, mais qui a été finalement aussi un élément de survie, un élément déclencheur, en tout cas, pour les organismes de formation, pour commencer à travailler à distance avec leur public, avec plus ou moins de difficultés en fonction de leur niveau d'expérience initiale, hein, avant la crise sanitaire. Certains ont continué à aller plus loin, mais on voit que ça a été parfois compliqué. Mais en tout cas, on voit que ce facteur prédomine. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit tout ce qui est, notamment sur la FEST aujourd'hui, c'est quelque chose encore qui prend pas toujours, qui est souvent un peu plus loin, hein, finalement, et une difficulté aussi aujourd'hui pour les organismes de formation de se positionner sur un dispositif que beaucoup considèrent aussi comme lourd, financièrement pas entièrement sécurisé au niveau d'intervention, et puis qui demande une posture particulière et qui nécessite et finalement aussi avec une difficulté d'identifier des entreprises qui iraient là-dessus. En tout cas, pas mal d'organismes de formation qui aujourd'hui ont du mal à se positionner sur le dispositif. Alors à voir un peu comment ça évolue sur un plus long terme. En tout cas, une vraie difficulté à aller là-dessus aujourd'hui. Bon, je ne vais pas revenir forcément beaucoup plus là-dessus, juste pour vous dire qu'on est sur, au niveau des différentes mutations qu'on a pu identifier. On a travaillé en Hauts-de-France, c'était pour, je vous le disais tout à l'heure, Acto, la FFP et le SINOVDES. On a fait tout un travail, on a travaillé sur ces différentes mutations et on a vraiment essayé d'identifier les impacts que ça pouvait avoir en termes sur les différentes familles de métiers des organismes de formation. Tout en sachant que dans tous les OF, évidemment, la structuration métier n'est pas aussi développée, hein, loin de là. Enfin, on a bien en tête la structuration des organismes de formation et le fait qu'il y a beaucoup de polyvalence aussi, hein, mais c'était le pouvoir rattacher les compétences qui pouvaient être en développement. Et donc, on a fait tout un travail d'identification de ces mutations et de leur impact sur les besoins en compétences pour y voir bien clair sur la manière dont les mutations en cours pouvaient impacter les besoins en compétences avec une clé d'entrée famille de métiers. Donc vous voyez, il y a tout ce qui est en lien avec la gestion d'un organisme de formation, tout ce qui est en lien avec les métiers formateurs, animation, accompagnement des publics, tout ce qui est en lien avec l'ingénierie, la promotion, le marketing, le commercial, tout ce qui est gestion administrative et financière et informatique. On a vraiment essayé de le mettre au mieux et d'identifier les métiers qui pouvaient être les plus impactés. Donc c'est des travaux qui sont disponibles sur le site d'Acto. Il y a le livrable qui doit être à disposition maintenant. On a commencé à terminer les travaux depuis un petit moment. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller un peu plus loin là-dessus, ou par curiosité, si vous voulez voir ce qu'il peut y avoir, si vous avez besoin de choses précises sur l'impact en termes de compétences, vous pouvez vous référer à ces travaux qui sont sur le site d'Acto. Voilà, je ne reviens pas plus longtemps que ça là-dessus. C'était pour vous donner cette vision globale, mais elle est importante quand même parce qu'il y a plein de choses qui touchent les organismes de formation. On a toujours tendance à focaliser sur la transformation digitale des OF. Et il faut avoir en tête qu'on est quand même sur quelque chose de systémique au final aussi, hein. Et c'est que cette transformation digitale, elle s'inscrit dans des mouvements de fond et dans des mutations qui sont multiples. Je vous parlais d'émergence du marché particulier, typiquement on ne peut pas la dissocier de cette transformation digitale. Le fait aussi qu'on ait des publics et de nouveaux besoins de formation, de manière d'appréhender la formation, évidemment que ça aussi c'est à prendre en compte quand on a cette vision et qu'on regarde un peu la transformation digitale. Bon, alors je vais faire un focus maintenant sur cette transformation digitale, cette fameuse transformation digitale.
Juste pour vous donner quelques idées en chiffres, hein. Alors là, c'est en lien avec une étude qu'on a menée en Auvergne-Rhône-Alpes pour le compte du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est juste avoir 2-3 éléments en tête. C'était une étude qui a été chiffrée. On a à peu près 500 organismes de formation qui ont répondu à l'enquête, mais on a aussi mené une trentaine d'entretiens qualitatifs sur l'impact de la transformation digitale, sur la stratégie et les pratiques des organismes de formation. Donc c'est quelque chose qui quand même... Et puis on était sur des organismes de formation de toute taille, c'était important pour nous aussi, et de toute maturité par rapport à la transformation digitale. Donc voilà, ça c'est le préalable. Donc cette enquête-là, juste quelques chiffres, c'est toujours à avoir en tête, intéressant à voir. Bon, là aussi dans l'intégration digitale, priorité, chantier prioritaire pour beaucoup, à avoir en tête. Hein. Donc vraiment cet effet crise sanitaire, déclencheur, accélérateur, il est là. Les chiffres montrent aussi que l'hybridation de l'offre de formation, ça va devenir la norme. Hein. En gros, on voit quand même que l'offre de formation en présentiel, quand on demande aux organismes de formation la manière dont ils se projettent, elle va continuer, elle ne va pas disparaître, cette offre de formation en présentiel, 100% en présentiel hein, même, mais ce sera de moins en moins ce qui va prédominer et de plus en plus on sera vraiment sur de la formation qui sera du présentiel enrichi ou de la formation hybride, plus classiquement, qui mélange distanciel et présentiel au sein même de l'ingénierie. C'est vraiment les modèles qui dominent déjà, qui vont encore plus dominer demain. Et on a quand même ce modèle 100% présentiel sur lequel les OF se projettent de moins en moins à long terme et de manière conséquente. Après, donc, ce qu'on a pu voir, c'est que le modèle et cette digitalisation, elle était embarquée. Il y a pas mal d'OF qui y sont allés. Après, il est encore limité quand on regarde à peu près les chiffres, mais c'est aussi des éléments plus qualitatifs hein, qu'on peut avoir. Ce qui nous a déjà, ce qui a relevé en tout cas, c'est qu'il n'y a pas toujours une crise sanitaire qui a permis d'intégrer la transformation digitale à la stratégie de développement des organismes de formation. Et ça, c'est vraiment à avoir en tête. C'est qu'on a été, pour beaucoup d'organismes de formation, dans quelque chose qui était davantage une condition de survie. Ils ont fait avec les moyens du bord, ils ont bricolé, ils ont essayé aussi de faire ce qu'ils pouvaient, avec les publics qu'ils pouvaient aussi avoir en face. Et on a vraiment, en tout cas, une crise sanitaire qui n'a pas toujours permis de pouvoir sauter le pas. Et on voit encore parfois une stratégie de développement des organismes de formation qui n'est pas intégrée avec cette stratégie de transformation digitale. Et finalement, la transformation digitale, c'est vraiment limité à une vision utilisation d'outils. Bon, c'est à avoir en tête, on en parlera tout à l'heure, hein, c'est déjà aussi un début important. Ce qui est intéressant aussi, quand on regarde les OF qui ont pu digitaliser leur offre de formation, c'est que le distanciel, bon, il était introduit aujourd'hui, mais encore dans une part de l'offre de formation qui reste relativement réduite. On est loin d'être sur quelque chose qui concerne une large part, là c'est moins de 25% dans les 3/4 des cas. Bon, ça à avoir en tête aussi, c'est que même quand il y a de l'hybridation, elle est encore très circonscrite à une toute petite partie de l'offre de formation, et loin d'être sur la totalité. Après aussi, quand on parle de distanciel, aujourd'hui on est quand même très focalisé sur... Enfin, les organismes de formation ont été en priorité, ce qui est logique, hein, sur l'utilisation d'outils en lien avec l'animation, l'accompagnement des apprenants. Ça s'est fait avec des outils de webconférence, des outils de réseaux sociaux. On a les classes virtuelles qui ont été mises en place. Après, dès qu'on rentre sur des choses un peu plus pointues, hein, avec des outils qui sont liés, par exemple, directement au contenu de formation et à l'élaboration de contenu de formation, c'est plus compliqué. Les plateformes ont été peu mobilisées et il y a aussi une vraie difficulté pour beaucoup d'organismes de formation à aller sur la réingénierie de l'offre de formation en intégrant les potentialités des outils liés au digital. Bon, donc finalement, ce qu'il y a à retenir de ça, au final, mais je pense que c'est des constats qui sont largement partagés aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment eu un mouvement, les organismes de formation s'y sont mis,
Après, déjà, c'est très divers en fonction de la taille des organismes de formation, de leur maturité avant la crise sanitaire, de leurs moyens financiers, je reviendrai dessus tout à l'heure, de leur taille, leur structuration métier. Et au final, on a quand même encore une digitalisation qui est un peu au milieu du gué finalement et qui est encore à développer, à porter pour que ce soit réellement quelque chose d'impactant et qui permette peut-être aussi de révéler de nouvelles potentialités au niveau de la formation. Alors, justement, parlons des freins. Du coup, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux organismes de formation pour aller là-dessus et pour davantage développer et aller sur cette transformation digitale? Il y en a pas mal. Alors, j'en ai mis quelques-uns en tête. Pour moi, il y en a 3 grands types, en tout cas, qui sont souvent mis en avant. Je vais commencer par les freins qui sont internes aux organismes de formation. Alors déjà, quand on est là-dessus, c'est montrer que les freins ne pèsent pas que sur les OF, et ça, c'est important quand même à avoir en tête, parce que dans les discours, on a souvent l'impression que c'est que les organismes de formation qui sont, entre guillemets, responsables de la transformation digitale, mais c'est loin d'être le cas. Il y a d'autres freins aussi qui rentrent en compte. On a déjà, au niveau des organismes de formation, il existait en tout cas des freins culturels, psychologiques, on les a mis comme ça, autour des équipes pour aller sur cette transformation digitale. Ça pouvait être parfois un peu compliqué, on comprend bien pourquoi, dans la mesure où ça impacte aussi fortement les manières de travailler, notamment au niveau des équipes formateurs, mais pas que, loin de là. La crise sanitaire a levé très souvent ces freins, donc on peut dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être ceux qui ont le plus bougé avec la crise sanitaire. Et là, finalement, tout le monde se projette aujourd'hui sur un avenir où le distanciel aura une place importante dans l'offre de formation. Donc, bon, il y a des freins, en tout cas, à ce niveau-là, qui ont pu être levés. Il y a des freins qui sont liés peut-être davantage, et ça, ils sont plus importants, à la nature de l'offre de formation. On met ça derrière, finalement, on met derrière le fait que toutes les formations ne sont pas digitalisables de la même manière, notamment celles où l'apprentissage d'un geste professionnel est au cœur de la formation. Et là, on voit que la digitalisation, du coup, va avoir ses limites aussi. On ne pourra jamais aller sur du 100% distanciel. Donc, l'intensité de la digitalisation va énormément varier en fonction de la nature de l'offre de formation. Elle va aussi varier en fonction des types de publics qu'on a en face. Évidemment, quand on a des publics qui sont un peu fragiles, assez éloignés au niveau de leurs compétences, des compétences numériques de base, avec aussi un manque d'équipement, et ça arrivait très souvent, et une crise sanitaire a été révélatrice là-dessus, avec pas mal d'apprenants, mais qui ne disposaient pas d'une bonne qualité de connexion. Il suffit que je sois en zone blanche, ou qui ne disposaient pas d'un ordinateur, qui faisaient leur formation essentiellement via leur smartphone et avec toutes les limites que ça peut avoir, qui avaient des difficultés aussi. Alors, on a souvent tendance à dire que ces problématiques d'équipement, ça concerne les personnes en zone rurale, mais on voyait aussi il y a une problématique de conditions et d'environnement pour les publics en formation. Et typiquement, en zone urbaine, dans des logements qui sont parfois exigus, avec du monde, compliqué aussi de pouvoir suivre une formation à distance et d'avoir les conditions réunies pour pouvoir travailler en bonnes conditions. Donc, il y a vraiment ces freins liés aux apprenants qui sont importants et qui sont vraiment à avoir en tête, en tout cas, qui sont suffisamment remontés. Après, au niveau organisme de formation, un frein qui vient très souvent, c'est tout ce qui est lié aux investissements financiers que ça peut représenter, cette transformation digitale. Et ça peut l'être. Alors, on a vu des choses dans les organismes de formation. Tout dépend aussi de son niveau de maturité, de ce qu'on veut faire par rapport à cette transformation digitale. On a vu pas mal d'organismes de formation y aller en système D aussi, sur cette transformation digitale. Je regarde un peu les outils qui existent, je teste, j'utilise en priorité les gratuits, je commence à regarder ce qui fonctionne ou pas, et puis mon investissement, c'est de manière très progressive en prenant le minimum de risques financiers. Mais mine de rien, on a quand même pour ceux qui y sont un peu allés, il y a quand même quelques investissements à avoir. Et ces investissements, c'est pas que sur l'acquisition de matériel, c'est aussi en lien avec la montée en compétences des équipes, notamment formateurs, au niveau aussi d'investissement pédagogique et au niveau de l'ingénierie, c'est les moyens humains que je mobilise
pour repenser mon ingénierie. Ça prend du temps, ça nécessite des compétences. C'est pas neutre, loin de là pour l'organisme de formation. Et puis pour les plus petits, dans des contextes où le plan de développement des compétences est mangé au bout d'une ou deux formations. Donc vraiment un frein en tout cas qui a pu ressortir et qui est important. Je vous parlais tout à l'heure de zones blanches, de difficultés au niveau des équipements, des connexions. Là, pareil, des organismes de formation positionnés en zone rurale, ça peut être un peu plus compliqué pour eux. Et puis, on a vu certains organismes de formation qui pouvaient avoir de grosses difficultés, avec aussi, je parlais tout à l'heure de freins en interne. Quand on est sur des structurations d'organismes de formation qui, finalement, ont essentiellement quelques fonctions support, un dirigeant, des formateurs qui n'ont pas toujours l'appétence ou les compétences pour aller sur le dur, sur l'ingénierie, de l'informatique qui est fait un peu comme on peut, système D avec les moyens du bord, c'est aussi compliqué, quoi. À un moment ou à un autre se posent ces questions de compétences nécessaires en interne pour pouvoir mener cette transformation digitale. Et c'est vraiment des questions à poser. Après, au niveau des freins, j'en mettrai encore quelques-uns en avant et qui sont liés aux financeurs. Mais ceux-là, je les trouve extrêmement importants parce qu'aujourd'hui, c'est là où je veux en venir. En tout cas, dans les travaux qu'on mène, on essaie toujours d'en parler avec les financeurs, qui est cette prise de conscience-là. C'est qu'il y a eu quand même pendant longtemps pas mal de freins culturels, psychologiques de la part des financeurs par rapport au digital. Pas mal et au distanciel, pas mal aussi de clichés par rapport à la manière dont on pouvait mobiliser ou pas le distanciel dans l'offre de formation. Typiquement, je pense notamment au public les plus éloignés, avec parfois des problématiques de maîtrise des compétences numériques. Rien que cette crise sanitaire, on a vu des choses très différentes, des financeurs qui pouvaient être frileux aussi pour continuer à y aller sur ces publics-là. En tout cas, ce qu'il y a à dire, et ce qu'ont pu montrer les travaux, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui ont réussi à développer des choses extrêmement intéressantes sur la prise en charge de ces publics. Alors, avec des conditions, des prérequis, justement en termes de montée en compétences sur ces fameuses compétences numériques de base au préalable, sur l'équipement des publics, mais qu'il y avait pas mal de choses qui pouvaient être faites et qui pouvaient être même très intéressantes en intégrant du distanciel. Et ça, je pense que c'était pas forcément encore complètement acquis. Par contre, ça impacte les pratiques d'achat. Et typiquement, aujourd'hui, si on doit aller sur la formation, l'intégration du distanciel pour ces publics-là, il faut qu'un organisme de formation puisse valoriser ces temps-là, ces temps initiaux de montée en compétences, cette problématique d'équipement des publics. Il faut que ce soit fléché et que ce soit pris en compte financièrement pour que ce soit réaliste. Ces pratiques d'achat aussi, de manière générale, c'est encore dans l'imaginaire. Le digital, c'est une formation au rabais. C'est une formation qui permet à l'OF de s'y retrouver bien financièrement. C'est massif, ils économisent pas mal d'argent au final. Ça devrait être moins cher pour nous. Et la crise sanitaire l'a bien montré, c'est pas le cas. Et là, il y a vraiment un travail de fond à faire auprès des financeurs. Alors, il y a vraiment les travaux du FOD aujourd'hui qui sont importants. Alors, c'est 3FOD pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a vraiment tout un travail qui est mené sur les pratiques d'achat avec les financeurs pour essayer de les faire évoluer dans leurs pratiques et de bien identifier la manière dont on achète de la formation quand elle est en partie digitalisée. Ce que ça implique à l'achat, comme temps pour l'organisme de formation et comme moyen engagé, ce que ça implique aussi en termes de suivi, d'éléments de preuve, comment on homogénise aussi un peu tout ça avec des OPCO qui peuvent avoir tendance aussi à avoir chacun leur manière, leur suivi, leur manière de tracer ça administrativement, et des organismes de formation qui font le lien entre tous ces financeurs avec des exigences bien particulières. Donc il y a vraiment des pratiques d'achat à repenser à travers cette transformation digitale, mais c'est un bon moment aussi pour pouvoir le faire et travailler sur cette homogénéisation.
Donc, en tout cas, voilà un petit tour d'horizon des freins. Ceux qui ressortent quand même très souvent le plus dans les travaux, c'est tout ce qui est lié à la nature de l'offre de formation, hein, et au niveau financier, tout ce qui est lié aux apprenants aussi, c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément aujourd'hui quand on parle de transformation digitale. Juste à avoir en tête aussi, un petit point important que je voulais vous mettre en avant, c'est la mise en œuvre de la transformation digitale au sein des OF. Vraiment, si je dois insister sur quelque chose, c'est qu'on est sur un process qui est progressif et itératif. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Quand je vous ai pris l'exemple du petit OF tout à l'heure, c'était qui était allé, on était sur un moins de 5. C'était vraiment ça à avoir en tête. Donc, c'est bien souvent déjà commencer, ne pas partir par l'outil directement, mais c'est bien souvent ceux qui l'ont réussi, en tout cas, donc c'est des bonnes pratiques qu'on vous met en avant là. Ils ont vraiment commencé par une réflexion sur cette digitalisation et sur l'offre de formation à cibler pour commencer. Qu'est-ce qui s'y prête le mieux? Qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à cette formation, la manière dont elle se déroule, les besoins des publics, comment je peux la digitaliser, qu'est-ce qui est le plus propice pour limiter les risques. Après, derrière, c'est OK, qu'est-ce qui existe comme outils qui peuvent répondre aux besoins que j'ai pu commencer à identifier? Comment je peux au maximum privilégier les gratuits au fur et à mesure? Et il y a plein de choses qui sont faites. Typiquement, si on veut aller sur un petit LMS, il y a des guides qui sont sortis. Là encore, le FOD a fait vraiment des choses intéressantes. Il y a des webinaires qui existent. Il y a vraiment plein de choses qui sont directement accessibles aujourd'hui pour y voir un peu plus clair sur ces outils et leurs potentialités et leurs forces et faiblesses par rapport à ce que vous voulez. Après aussi, ce qui est important, c'est qu'on est sur quelque chose de progressif et de chemin faisant. Ça veut dire que l'erreur est mise, elle va se produire, on va pouvoir un peu tâtonner. On est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du projet. Donc là, c'est sûr qu'il y a ça impacte notamment les organisations et la manière de conduire cette transformation digitale. On l'a conduit comme un mode projet itératif avec quelqu'un qui en a la charge, qui fait le lien avec les équipes existantes, mais parce qu'on est vraiment sur l'interdisciplinarité bien souvent. Quand c'est très structuré, mais même quand ça l'est moins, il y a un minima à faire interagir les gens qui sont sur l'administratif, les gens qui sont sur la formation en dur, le dirigeant, que tout le monde puisse s'y retrouver finalement et apporter sa vision et soit embarqué dans le projet. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, on l'a vu au fur et à mesure, c'est au sein des organisations de formation, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, c'est qu'on voit vraiment, il commence sur quelque chose, il commence un peu avec l'introduction du distanciel, l'utilisation d'outils d'animation, puis au fur et à mesure, ils se disent, tiens, ben, on pourrait commencer à digitaliser telle brique, c'est du contenu, du PowerPoint en ligne, puis après, c'est, tiens, ben, pourquoi pas faire une petite capsule vidéo, là, ça s'y prête très bien, puis, ah, ben, tiens, pourquoi pas un petit quiz, et puis ça va être un petit achat d'équipement, un micro, un peu de matériel pour pouvoir le faire dans de meilleures conditions, un micro de meilleure qualité, puis après se dire, ah bon, ben finalement, là, j'ai atteint mes limites, j'aimerais bien mettre un peu d'animation aussi, et ben là, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un prestataire, quelqu'un avec qui je pourrais travailler là-dessus, qui est spécialisé sur le numérique, et puis au fur et à mesure, ça monte un petit peu comme ça, et on en arrive à monter en complexité dans les projets qui sont développés. Alors pour les plus extrêmes, jusqu'à de la virtualisation de séquences entières, je pense à un organisme de formation sanitaire et sociale qui avait virtualisé des séquences, qui avait recréé un environnement dans un EHPAD, type chambre des simulations, pour que l'apprenant puisse vraiment s'immerger. Alors, avec toutes les problématiques, l'investissement, il a mobilisé du FSE derrière, des investissements régions, c'est des investissements qui sont souvent très lourds, hein, et sur lesquels l'organisme de formation peut difficilement aller tout seul, bien souvent. Puis les casses virtuelles, enfin tout ce genre de choses-là en équipement, c'est vraiment extrêmement lourd. Mais c'est pour vous dire que finalement, on est dans quelque chose de pas à pas, qui monte au fur et à mesure en complexité, qui va au fur et à mesure aussi qu'on commence à avoir de l'appétence, qu'on commence à connaître, se dire, ah ben tiens, il y a cette offre de formation où je peux aussi aller dessus, celle-là, ça pourrait aussi bien s'y prêter, mais plus de cette manière-là par rapport à ce que j'ai pu voir. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ça infuse sur une part de plus en plus large de l'offre de formation. Si aussi il y a vraiment quelque chose à avoir en tête, c'est que cette transformation digitale, elle impacte l'ensemble des métiers de l'organisme de formation. Évidemment qu'il y a une focale qui va être mise
Et puis en fonction de la taille, hein, là, ce qu'on vous dit, c'est des compétences en lien avec des familles de métiers, mais évidemment, la polyvalence est de mise. Mais ça va impacter l'ensemble des familles de métiers. Et ça, c'est souvent le message important à faire passer, c'est que ça va impacter un peu tout le monde. Alors, dans l'étude Acto, on a mis vraiment des choses assez claires en termes d'activité, impact compétences, mais qu'à terme, finalement, cette transformation digitale, elle doit se relier à la stratégie de développement, à la stratégie de montée en compétences de l'ensemble des équipes par rapport à ça. Il y a toujours une petite brique de montée en compétences en lien avec cette transformation digitale qui va toucher un peu tout le monde dans l'exercice de son métier. Alors évidemment, au niveau ingénierie de formation, au niveau formateur et au niveau direction, et au niveau quand il y a informatique, là, ça va être d'autant plus prégnant, ça va être des choses extrêmement importantes. Mais on l'a vu aussi tout à l'heure, pour les commerciaux, s'il y en a des dédiés, ben, il va falloir vendre une nouvelle offre de formation. Pour les communicants, ceux qui sont sur le marketing, la promotion, ben, pareil, il va falloir aussi aller sur de nouvelles manières de communiquer sur cette offre de formation, sur la manière dont on la valorise, surtout si ça se combine avec l'émergence d'un nouveau public aussi. Donc il y a vraiment pas mal de choses, en tout cas, la manière dont ça peut impacter, je veux vraiment le mettre en avant. Et puis demain aussi, sur les infrastructures et les besoins en équipement. Et ça, c'est important quand on a besoin en équipement et infrastructures, c'est vraiment à terme, on est sur des organismes de formation, quand ils ont poussé un peu cette transformation digitale, qui sont allés sur, OK, mais demain, finalement, comment je pense mes plateaux, mes locaux. Et typiquement, certains ont pu évoquer le fait que il y aurait clairement les salles importantes avec pas mal de monde. C'est vraiment un modèle où ils allaient de moins en moins aller. Alors, je pense que la crise sanitaire y a été aussi, hein, mais pas que. C'était qu'avec cette introduction de plus en plus généralisée du digital, du distanciel dans leur formation, il y avait vraiment de nouvelles, voilà, une manière de repenser leurs locaux, leurs infrastructures, et rien que les salles de cours des formateurs qui étaient complètement différentes. Juste pour terminer mon intervention, c'est une dernière slide. Alors, c'est pour vous dire, je vous le disais un peu en introduction tout à l'heure, on a plein d'acteurs aujourd'hui qui sont sur l'accompagnement des organismes de formation à la transformation digitale. Ça se bouscule, c'est un sujet dont tout le monde parle. Évidemment, l'effet crise sanitaire n'a pas été pour rien. Mais là, c'était pour vous montrer finalement le nombre d'acteurs qui sont positionnés aujourd'hui qui peuvent potentiellement intervenir sur cet appui à la transformation digitale. Évidemment, déjà, si on prend ce qu'il y a à gauche, on a les acteurs de branche, la branche des organismes de formation, il y a Acto, derrière il y a les FED, hein, FFP, Synovdes, des actions qui ont été développées en lien avec les observatoires, des travaux, dont ceux qu'on a pu faire notamment. Il y a toute une offre de formation collective, et là pareil, hein, avec une vraie réflexion sur comment cette offre de formation collective est repensée au regard des évolutions en cours et comment on répond au mieux aux besoins en compétences des organismes de formation sur les différentes familles de métiers. Donc là, il y a vraiment ce boulot-là qui est fait. Quand on parle d'offre de formation, là je parle Acto, mais c'est aussi typiquement Carrefour-F. Il y a tout un programme de professionnalisation aujourd'hui qui est fait de la part des Carrefour-F pour appuyer la montée en compétences des OF sur le digital. Donc là aussi, pareil, on a quand même des acteurs qui se mettent en branle pour pouvoir accompagner au maximum cette problématique. Alors après, avec toutes les difficultés qu'on peut observer, hein, c'est bien d'avoir un programme de formation, encore faut-il avoir les moyens de pouvoir se payer ces formations quand elles sont payantes. Et là c'est peut-être, enfin c'est clairement quelque chose aussi aujourd'hui qui est du ressort des acteurs des politiques publiques, mais qui est une vraie problématique, hein, sur lesquelles sont parfois intervenus certains conseils régionaux. Justement, par rapport aux conseils régionaux, aujourd'hui, on a pas mal de régions qui interviennent aussi là-dessus. Alors, il y avait l'axe 3 des PRIC, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on a quand même quelques régions, alors de tête comme ça, celle que j'avais retenue, qui était pas mal intervenue sur le sujet. On avait l'Occitanie, la Bretagne, le Centre Val de Loire, la Normandie,
En ce moment, il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi qui est en train d'y réfléchir, mais on a de plus en plus de régions qui se positionnent pour appuyer les organismes de formation à leur transformation digitale. Et donc là, avec des choses qui sont faites, notamment une volonté d'avoir des accompagnements individuels auprès des organismes de formation, avec le recours à des prestataires pour les accompagner sur de l'accompagnement individuel, de la mise en réseau sur des plans plus collectifs, de l'appel à projets sur des projets particulièrement innovants, ambitieux. Bon, il y a pas mal de choses comme ça. Donc là, c'est en région. Généralement à travers les PRIC, donc région Pôle emploi. Et puis on a quand même tout ce qui est fait aussi par l'État et qui est à mettre en avant. Donc au niveau national, il y a le plan de modernisation de la DGEFP. Et là aujourd'hui, il y a des réflexions pour venir en appui à cette modernisation de l'appareil de formation. Pareil au niveau de l'accompagnement des organismes de formation, au niveau de la mise en place de tiers-lieux et au niveau du développement de projets innovants et de création de communs numériques sur de l'offre de formation, sur qui pourraient être mises, alors peut-être avec une clé d'entrée notamment sectorielle, qui pourrait être mise, qui pourrait être développée, mise en commun aux organismes de formation. Bon, c'est en train de se faire, c'est quelque chose qui devrait émerger d'ici la fin de ce premier semestre 2021, donc en tout cas, à avoir en tête qu'il y a une action qui sort là-dessus, même si c'est pas encore complètement stabilisé. Et puis, il y a aussi tout ce qui est offre d'appui conseil habituel, des DRETS. Alors là, on parlait des appuis conseil RH. Ça dépend au niveau des régions. Chaque région a un peu son mode d'intervention, mais en gros, ces appuis conseils, ils sont à la fois RH, en appui à la transformation digitale, ils sont mobilisable pour tous les acteurs, tous les secteurs de manière générale, mais aussi pour le secteur de la formation, donc à avoir en tête. Donc vous voyez quand même, il y a pas mal d'acteurs et pas mal de services aujourd'hui pour accompagner cette transformation digitale. Et là, je mets en plus tout ce qui est acteurs engagés en parallèle, le FOD, EdTech, à avoir en tête, au national. Il y a tout ce qui est grand réseau d'OF pour qui viennent en appui de leurs organismes de formation. Je vais pas revenir dessus en détail. Et puis aussi avoir en tête, on a quand même pas mal d'appuis aujourd'hui, d'appels d'offres de la part des OPCO pour soutenir des projets innovants pour leur appareil de formation. Donc vous voyez, au final, si on ajoute un peu tous ces acteurs, on est sur quelque chose de foisonnant. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur le sujet. Élodie. Merci Julien. Alors, il y a surtout des questions, des observations dans le chat. Ce qui ressort, c'est plutôt des remarques sur la nécessité d'avoir des espaces d'expérimentation. J'ai lu aussi plusieurs choses là, sur le temps nécessaire. C'est vrai que nous, Synovdes, bon, pour moi, cette étude, elle était d'autant plus intéressante quand j'avais assisté à sa première restitution dans le Nord, qu'elle vient confirmer, conforter tellement de positions qu'on a prises ces derniers mois, des positions vis-à-vis des financeurs de la formation, sur la nécessité, bien sûr, de revoir les pratiques d'achat, c'est-à-dire que cette transition digitale, on a tendance, je trouve qu'on a un peu tendance à... C'est plutôt les organismes de formation qui la portent aujourd'hui, alors qu'elle concerne bien tout l'écosystème de la formation, et que sans une évolution des pratiques d'achat, on continuera peut-être à mouliner dans les centres de formation. Elle conforte aussi le fait qu'il y a vraiment il y a des préjugés et que c'est et qu'on a besoin de faire de la pédagogie, nous tous, à tous les niveaux, vis-à-vis de tous nos interlocuteurs. Il y a des préjugés sur... il y a des approches très, très technocentrées aujourd'hui quand on parle de digital. Il y a parfois le sentiment chez les financeurs que le digital va permettre de faire des économies d'échelle et que la formation demain coûtera tout d'un coup beaucoup moins cher. Donc voilà, je trouve que cette étude, elle vient nous donner des arguments, elle vient étayer des choses. Le fait qu'elle soit menée sur différents territoires, mais c'est bien, ça nous outille. Donc voilà, nous en tant qu'organisation patronale, bien sûr, on trouve que c'est important d'avoir ce temps de prise de recul. Je crois qu'on doit aussi construire la vision de la formation demain, collectivement, et au-delà des seuls adhérents, parce que je vois des remarques sur le fait qu'il y a un tiers seulement des organismes de formation qui appliquent la convention collective des organismes, et je crois qu'on a besoin
de se projeter et de construire une vision dans l'ensemble de la filière de la formation et avec nos principaux partenaires sur les territoires, parce que je crois que les impacts, voilà, ils sont très larges. Pour l'instant, à notre niveau, nous, ce qu'on met, on fait beaucoup de lobbying auprès des régions, auprès de l'État. On a vraiment besoin d'acculturer, d'accompagner, d'avoir une démarche partagée sur les territoires. Et puis, voilà, pour l'instant, en tant qu'organisation, ce qu'on essaye, c'est aussi de partager des bonnes pratiques. Donc, je l'ai remis là en chat, pour ceux qui ne sont pas informés. On a mis en place un cycle de webinaires. L'idée, c'était vraiment que ce soit des professionnels qui partagent leurs expériences, leurs bonnes pratiques, mais aussi les échecs auxquels ils ont été confrontés. Parce que je crois qu'il y a rien de mieux que de mettre en relation des pairs avec d'autres pairs pour partager ça et pour impulser ça. Dans tous les cas, ces mutations, je crois qu'elles n'ont... Enfin, on n'a pas le choix. L'idée, c'est plutôt que de les subir, c'est comment on s'en empare positivement et surtout pour les publics, quoi, pour les stagiaires, pour les apprenants. Donc voilà, merci Julien. J'espère que ça vous a intéressé. C'est frustrant le format d'1 heure, mais en même temps, je crois que c'est celui qui convient au plus grand nombre parce qu'il vous permet de jongler avec vos agendas. Alors, j'ai mis le lien là dans le chat pour l'étude complète Hauts-de-France. Et puis, Julien, vous nous communiquerez les liens vers les différentes études qui sont en cours. Et on les mettra bien sûr sur le site. Voilà. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir.